Bienvenue sur le Front des consciences. Ici, on prend le temps de regarder les évidences en face, de les retourner, de les éprouver, pas pour le plaisir de contredire, mais pour retrouver ce qui compte réellement, qu'on parle d'intérêt général. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un refrain que tu as certainement entendu partout. Il n'y a pas d'argent, la dette explose, il faut serrer la ceinture. Alors ce refrain rassure ceux qui aiment les solutions simples. Il rassure moins celles et ceux qui vivent les conséquences très concrètes de la ceinture. Des hôpitaux épuisés, des classes surchargées, des trains supprimés, des réseaux d'eau vétustes. On va donc poser calmement les faits, l'économie réelle et la part de politique derrière le grand théâtre de la dette. Parce que c'est bien de ça qu'on parle. Commençons par l'analogie qui empoisonne le débat depuis des décennies. L'État n'est pas un manège. Un manège ne crée pas de monnaie, ne lève pas d'impôts, ne fixe pas les règles du jeu, ne stabilise pas la conjoncture quand tout cale. L'État, lui, dépense et ce faisant crée des revenus qui irriguent l'économie. Puis il récupère une partie de ces revenus sous forme d'impôts et de cotisations. Dire qu'il dépense l'argent des contribuables, comme on dirait qu'un parent tape dans la tirelire familiale, c'est confondre la comptabilité d'une cuisine et la mécanique d'un pays. L'un additionne des factures, l'autre organise des flux de travail, d'investissement et de services sans lesquels la richesse produite ne serait tout simplement pas produite, justement. La soutenabilité d'une dette publique ne se lie pas en fixant un gros chiffre sur une pancarte pour faire peur. C'est une dynamique, elle dépend de trois choses, la croissance de l'économie, le coût auquel l'État se finance et le solde primaire, c'est-à-dire la différence recettes-dépenses hors intérêt. Quand la croissance durable dépasse le coût de financement, le poids de la dette se dilue naturellement dans un PIB plus large. On n'est pas dans la magie, c'est de l'arithmétique. Et cette simple arithmétique pose une question sérieuse. Qu'est-ce qui précisément soutient la croissance future ? Ce n'est sûrement pas l'abandon des infrastructures, l'oubli de la santé et de l'école, la mise à la diète de la recherche, le renoncement à la transition énergétique. Une société qui se prive de ses capacités s'appauvrit de foi. Maintenant parce que les services se dégradent, demain parce que la base même de sa richesse rétrécit. À ce stade, certains disent très bien, mais l'austérité est nécessaire. Alors le mot n'est pas un tabou, il arrive qu'il faille prioriser, évaluer, éteindre des dépenses inefficaces. Le problème, c'est l'austérité érigée en remède universel, appliquée au mauvais moment. Quand l'économie tourne au ralenti, que le chômage ou le sous-emploi persiste, couper trop vite retire de la demande, donc des commandes, donc des recettes fiscales. Le résultat, c'est une croissance amputée et parfois un ratio dette-PIB qui grimpe parce que le dénominateur, notre production, s'est contracté. On appelle cela une saignée autodéfaitiste. On prétend soigner, on affaiblit, et l'on hypothèque aussi la croissance future parce que les cicatrices économiques, chômage durable, entreprises qui ferment, compétences perdues, ne se referment pas d'un claquement de doigts. Autre pilier du mythe, le seuil magique. Pendant des années, on a brandi l'idée qu'au-delà de 90 ou 100% de dette sur le PIB, la croissance s'effondre comme si l'économie obéissait à un panneau sens interdit. Cette fascination pour le chiffre totem a légitimé des politiques de coupe aveugle. Or, la réalité est plus nuancée. Tout dépend de la structure productive, de la démographie, du rôle de la banque centrale, de la qualité des institutions, de la composition de la dépense et de ce qu'elle finance. Des pays ont porté des dettes très élevées sans effondrement, dès lors que l'argent allait aux bons endroits et que la stratégie publique construisait des capacités collectives. La vraie question n'est pas où est le seuil, mais à quoi sert chaque euro ? Et quels effets produit-il sur l'emploi, la productivité, la santé, l'égalité d'accès ou l'indépendance énergétique ? Alors justement, à quoi sert la dette ?
Une dette accumulée pour couvrir des baisses d'impôts inefficaces qui gonflent des dividendes sans améliorer l'investissement productif n'a rien à voir avec une dette assumée pour rénover massivement les écoles, les hôpitaux, les logements, les réseaux d'eau, les transports ou l'énergie. Dans ce premier cas, on entretient des rentes. Dans le second, on bâtit des actifs publics qui réduisent des coûts futurs, énergie, entretien, santé, qui renforcent notre base industrielle, stabilisent les territoires, diminuent les inégalités, augmentent la résilience face aux chocs climatiques. La dépense publique n'est pas une famille de postes interchangeables, sa qualité compte, son horizon compte, sa traçabilité compte. Prenons un exemple terre à terre pour sortir des abstractions, la rénovation thermique. Chaque bâtiment public isolé, ventilé correctement, équipé de systèmes sobres, c'est des emplois immédiats dans le BTP, des commandes pour les PME, une baisse durable des factures d'énergie, une amélioration de la santé des occupants, un confort d'apprentissage meilleur, donc des acquis scolaires plus solides. Une partie de l'investissement revient sous forme d'impôts et de cotisations, une autre sous forme d'économie pérenne pour les collectivités, une autre sous forme de gains sociaux, non monétaires, mais mesurables. Le coût de cette année-là est le prix d'un rendement social qui s'étale sur 20 ans. Confondre ce coût avec une dépense gaspillée, c'est tenir un raisonnement à courte vue. Deuxième exemple, le réseau ferroviaire. Un réseau fiable de trains régionaux et de RER, c'est moins de voitures, moins d'importation d'énergie, moins de pollution locale, un accès réel à l'emploi, une vie moins vulnérable au prix du pétrole. Ce sont des gains économiques qui ne s'affichent pas tous à la fin du mois, mais se traduisent par des coûts évités, comme la santé, les routes dégradées, le temps perdu. Par des productivités accrues, par des territoires qui se rééquilibrent, chaque tranche économisée à courte vue finit souvent en retard et panne qui coûte cher. On n'a pas fait des économies, on a repoussé la facture en l'alourdissant. Tu vois le fil, la dette n'est pas un péché, c'est un outil. Comme tout outil, il peut être bien ou mal utilisé. Bien utilisé, il synchronise le court terme financier avec le long terme collectif. Mal utilisé, il entretient des rentes et en les dit l'avenir. C'est là que commence la responsabilité. Mais il faut aussi parler de pouvoir. Pourquoi la peur de la dette occupe-t-elle une telle place? Parce qu'elle sert des intérêts. Elle sert ceux qui veulent réduire le périmètre de l'action publique pour ouvrir des marchés privés rentables. Pour la santé, l'éducation, les retraites, l'eau ou l'énergie. Elle sert ceux qui ont beaucoup gagné à des décennies d'allègements fiscaux au sommet et préfèrent couper les dépenses plutôt que de rouvrir la question des recettes. Elle sert certains facteurs financiers pour qui la dette publique est un actif rémunéré qu'on aime commenter. Et elle s'appuie sur un langage signal au marché, crédibilité, réforme douloureuse, qui impressionne plus qu'il n'éclaire. C'est là que les concepts de Bourdieu aident à mettre de l'ordre. Dans le champ médiatique, l'illusion veut qu'être sérieux, ce soit répéter la grammaire de l'austérité. La violence symbolique fait le reste. On impose comme naturel des conventions, 3% de déficit autorisé, qui sont des choix politiques. L'habitus des élites, façonné par les mêmes écoles, les mêmes concours, valorise l'équilibre comptable comme fin en soi. Dévalorise la dépense sociale comme charge, oublie que ce qui est dépense pour l'un est revenu pour l'autre. Et plus ces évidences sont répétées par des voix dotées d'un capital symbolique fort, plus elles deviennent la réalité. On finit par croire qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. On nous répond souvent, de toute façon, en zone euro, on ne peut rien faire. Oui, la contrainte monétaire existe. Oui, la Banque centrale est indépendante. Oui, il y a des règles budgétaires. Mais l'Europe n'est pas un destin minéral. La BCE a déjà stabilisé des marchés en crise. Les règles ont évolué et évolueront encore parce qu'elles sont le produit d'un rapport de force. On peut protéger l'investissement social et écologique de la myopie annuelle, conditionner des aides publiques, coordonner la lutte contre l'évasion fiscale et bâtir des coalitions pour des règles plus intelligentes. Dire l'inverse, c'est se désarmer. Reste la question de la responsabilité. Elle ne consiste pas à se prosterner devant un seuil, mais à rendre des comptes. Où va l'argent? À quoi il sert? Quelle rente on coupe? Quelle recette on assume? Quel investissement on protège? Comment on évalue et comment on corrige? La responsabilité, c'est hiérarchiser, distinguer la dépense courante,
qui doit être géré au cordeau, de l'investissement, qui crée des actifs publics et des capacités. C'est étaler intelligemment les efforts, profiter des fenêtres de financement, allonger ou raccourcir les maturités selon les cycles, ne pas sacrifier l'essentiel quand l'économie est fragile. C'est regarder les risques là où ils sont, c'est-à-dire s'endetter cher à court terme pour arroser des rentes. Ça, c'est risqué. S'endetter à long terme, à coût soutenable pour des infrastructures vitales, c'est sécuriser la trajectoire. Il faut aussi parler recettes, l'angle mort préféré de la pensée magique. La soutenabilité n'est pas qu'une affaire de dépenses, c'est la capacité d'un État à organiser une base fiscale juste et stable, à fermer les niches improductives, à assécher les montagnes d'optimisation agressive, à conditionner l'aide publique à des contreparties sociales et climatiques sérieuses, qu'on ne vienne pas dire il n'y a pas d'argent, dans des économies où l'évasion fiscale coûte des dizaines de milliards, où des niches s'empilent sans évaluation, où des dividendes battent des records après les publics. S'il manque quelque chose, ce n'est pas d'argent, c'est de volonté politique. Dernier point, le climat. La question budgétaire est indissociable de la transition. On sait, et pas depuis hier, que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Chaque année perdue, ce sont des coûts cumulés. Catastrophes plus fréquentes, infrastructures plus fragiles, territoires plus vulnérables, assurances plus chères et, au final, vie plus précaire. Dans ce contexte, la phrase « il n'y a pas d'argent » magique devient un contresens. La vraie austérité, c'est celle qui laisse l'ossature du pays se déliter. Puis, après, on s'étonne de la facture. Pour ne pas rester au principe, proposons un cap clair. 1. Règle d'or, on protège l'investissement social et écologique qui crée des actifs, réduit des coûts futurs, renforce la résilience. 2. Audit indépendant des niches et dépenses fiscales. On conserve ce qui trouve son utilité, on supprime le reste. 3. Lutte réelle contre l'évasion. Moyens humains, coopération européenne, transparence, sanctions effectives. 4. Conditionnalité des aides publiques. Pas un euro sans exigence sociale pour l'emploi, les salaires, la formation et climatique, comme les trajectoires ou les investissements. 5. Pilotage macro. On dose l'effort selon le cycle. On accélère quand la croissance est là. On évite la coupe procyclique qui casse le malade. 6. Évaluation ex post lisible. On oblige la politique à revenir sur ses résultats, pas sur ses slogans. 7. Clarté démocratique. Expliquer, ligne à ligne, à quoi sert l'argent public, qui en bénéficie. La confiance n'est pas un don, c'est un contrat. Alors pourquoi dire que la dette est un mythe? Parce que l'histoire qu'on nous sert n'est pas une loi de la nature, c'est une narration qui dépolitise un débat profondément politique. Que voulons-nous financer? À quelle échelle? Pour qui? Avec quelle contrepartie? Selon quel horizon? Cette narration avantage des intérêts privés, bien situés, désarme le public, rétrécit l'imaginaire. La vérité, c'est que nous avons des marges, des outils, des leviers. La vérité, c'est qu'on ne s'appauvrit pas en finançant ce qui nous rend plus riches, collectivement. Des vies en bonne santé, des savoirs solides, des réseaux qui tiennent, une énergie propre et abordable, des mobilités dignes, de l'égalité réelle d'accès aux biens essentiels. On s'appauvrit quand on renonce à tout cela au nom d'un fétiche. Alors, si cette vidéo t'a aidé à clarifier le sujet, fais-moi le savoir en commentaire. Alors, clique sur j'aime, c'est simple, mais ça aide l'algorithme à proposer ce travail à d'autres. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode du Front des Consciences. Aussi, on continuera de démonter les évidences avec rigueur et sans condescendance. Et si tu veux que le Front des Consciences gagne en indépendance et en puissance, soutiens la chaîne sur Tipeee. Le lien est en description. Chaque geste compte. Chaque soutien nous permet d'enquêter mieux, d'expliquer plus, de tenir bon. Merci à vous, à bientôt.